Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand, Marc et Eric, qui sont les dirigeants d'All-in Factory Wattpark. Mais s'ils sont avec nous ce soir, c'est surtout pour parler de Wattpark et de la collecte en cours sur la plateforme. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'assister au live, j'ai profité de cette introduction pour vous rappeler le déroulé classique des lives. Alors, une fois l'introduction terminée, je passerai la main à Bertrand, Marc, Eric qui se présenteront. Et ensuite, Bertrand présentera un petit peu plus en détail l'activité de Wattpark et surtout les enjeux de la levée de fonds. Et ensuite, on passera à la phase que beaucoup d'entre vous attendent, c'est-à-dire la phase de questions-réponses. À ce sujet, pour poser vos questions, c'est en bas de votre écran, dans la bulle QR. Il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier. Et ensuite, je me chargerai de la poser à l'équipe Wattpark qui y répondra avec plaisir. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Ensuite, Bertrand, je vous laisserai partager votre écran. Ça marche. Là, je peux me permettre de commencer. Alors déjà, bonjour à tous. Je vous remercie d'être là sur ce live organisé par WeSeed. Merci Maxime pour l'organisation. Moi, je suis Bertrand Lepage. Je suis aujourd'hui directeur général de l'entreprise Wattpark. Et juste après, vous allez avoir Marc Lepage et Eric Valla qui font partie de notre équipe sur ce projet. Donc, bonjour à tous, bonjour aux WeSeeders. Je crois que j'ai la chance de déjà connaître beaucoup des WeSeeders, puisque je suis le fondateur de la société à la base, et principalement c'est parce que je suis utilisateur de voitures électriques. Maintenant, ceci étant, j'interviens ici en tant que Wattpark, et évidemment, je traite à la fois les questions de Wattpark, mais aussi les questions d'AIF. Donc, toutes les questions sont ouvertes et je suis là pour y répondre sans problème. Bien, de même, bonjour à tous, Eric Valla. Donc, moi, j'assure une mission de direction générale au sein de All-in Factory et j'apporte un soutien sur la partie finance et juridique pour Wattpark. Bien, merci à tous les trois. Bertrand, je vous laisse partager l'écran et après, on se retrouve pour les questions-réponses. Voilà, Ouais. n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et puis on se chargera d'y répondre à la fin, une fois la présentation terminée. Ça marche. Alors, 2 petites secondes, ça charge. Sinon, vous voulez que je la partage, Bertrand? Alors, normalement, ça doit être bon là. Ouais, ouais, c'est bon, parfait. On vous laisse la main. Super. Alors, vous avez préparé un pitch qui va durer à peu près une dizaine de minutes. L'idée, en fait, c'est de comprendre rapidement. Vous avez déjà les documents qui sont disponibles sur la plateforme, mais c'est qu'on puisse vous expliquer, en fait, là où se situent, on va dire, les vrais avantages de notre solution et, au final, à quel problème on s'attaque véritablement. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur la partie infrastructure de recharge et aujourd'hui, Wattpark apparaît un peu comme un peu plus qu'un outsider. Et l'idée peut-être de ces présentations, c'est vraiment de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait un peu notre singularité et en quoi, en fait, on apporte une technologie qui fait énormément de sens, en fait, surtout aujourd'hui dans on va dire dans la situation dans laquelle on est avec l'urgence climatique et on a véritablement une solution qui s'y prête, qui se prête parfaitement justement à la décarbonation des transports. Alors, pour vous dire, en fait, traditionnellement, ce qu'on fait, alors dans notre audience, alors c'est un petit peu plus difficile lors d'un live visio, mais on demande en fait à notre audience, en fait, qui aujourd'hui roule en véhicule électrique. Et les réponses que l'on reçoit sont toujours assez marrantes parce qu'on voit dans une audience où il y a une dizaine ou une quinzaine de personnes que seules quelques personnes, voire personne aujourd'hui, roulent en fait en véhicule électrique. Et si on compte ceux qui roulent en fait en véhicule pur électrique, ils se comptent comme les doigts de la main.
Et en fait, aujourd'hui, c'est véritablement le démarrage d'une bascule en fait historique sur lequel en fait les véhicules thermiques sont amenés justement à être interdits dans un premier temps en fait en Union européenne et sur on va dire un horizon un petit peu plus lointain, ça sera probablement la même chose qui risque d'arriver un petit peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, ceux qui ne conduisent pas en fait un véhicule électrique, il y a fort à parier que d'ici quelques années se mettront en fait à rouler en électrique parce qu'on sera tous un petit peu à degré de force obligés justement de basculer sur ce type de motorisation. Mais néanmoins, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui vont bientôt le découvrir, en fait, rouler un véhicule électrique, c'est une autre façon de conduire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas comme un véhicule thermique où lorsque vous n'avez plus de gaz, plus de fuel justement dans votre voiture, vous allez à la station essence. Dans ce cadre-là, lorsque vous avez un véhicule électrique, vous envisagez, vous planifiez votre voyage et ça n'arrive quasiment jamais justement que vous ne vous souciez jamais justement de l'état de votre batterie et si vous avez justement assez de batterie pour arriver à destination. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une autre façon de pouvoir conduire et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour pouvoir mieux conduire, eh bien, en fait, vous êtes dépendant justement de l'infrastructure de recharge. Et c'est vrai qu'un des plus gros freins en fait à l'adoption du véhicule électrique, c'est pas nous qui le disons, et en fait, il suffit de voir aujourd'hui ce qui arrive justement dans les médias, c'est que là, le plus gros point noir justement de l'adoption du véhicule électrique reste l'infrastructure de recharge qui est principalement en fait elle est vieillissante et en fait elle n'est pas vraiment pensée par les utilisateurs. Et en fait, on se retrouve face à deux problèmes majeurs qui sont d'un problème en fait de densité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a juste pas assez de bornes de charge en fait sur le territoire. Et bien en fait pour pouvoir se déplacer en fait sans avoir ce stress et cette anxiété de pouvoir se charger. Et il y a véritablement un problème d'accessibilité. Il faut savoir qu'il y a un chiffre qui est très important, qui en fait est un baromètre qui est publié tous les mois par l'AVER et qui tous les mois en fait montre que en fait l'insatisfaction sur l'usage des bandes de recharge est très élevée. Il se situe en fait toujours entre 65 et 70%. Et c'est un problème majeur. Alors il y a principalement des problèmes techniques, mais il y a des problèmes pour pouvoir accéder en fait à une borne, peu importe en fait là où vous trouvez. Il faut savoir qu'aujourd'hui la technologie prédominante est une technologie qui dépend du réseau mobile. Ce qui fait que pour pouvoir accéder à votre borne, eh bien, en fait, vous devez utiliser le réseau. Et si malheureusement, vous êtes dans un endroit où le réseau mobile est plus que fluctuant, eh bien, en fait, utiliser un véhicule électrique devient très complexe. Et Le Monde, il y a l'année dernière, a fait un article qui disait que recharger un véhicule électrique, c'est un véritable enfer. Donc, malheureusement, ce constat-là risque en fait dans les prochaines années de s'aggraver. Il y a en fait toutes les études en fait des plus grands cabinets de consulting montrent que le démarrage de la mobilité électrique, l'adoption on va dire généralisée démarre maintenant. Donc personne n'est en retard, c'est maintenant que ça se passe. Les constructeurs en fait ont fait en fait leur chemin de croix. Et aujourd'hui, tout le monde en fait va être forcé de passer sur de l'électrique. Alors c'est une très bonne chose on va dire pour l'environnement. Parce que sur la durée, le véhicule électrique consomme moins justement de CO2 et c'est principalement pour ça que l'Union européenne en fait est en train de faire passer un décret pour interdire purement et simplement la vente de véhicules en fait thermiques ainsi que la vente de véhicules hybrides rechargeables à horizon 2035 en Europe. Donc, c'est vraiment une bascule majeure auquel, en fait, on va assister dans les prochaines années. Et rien qu'en France, comme le montre ce graphique, on voit que la croissance des ventes de véhicules électriques sera multipliée par 1000, en fait, à horizon 10 ans. Et cette étude a été faite avant, justement, les annonces de l'Union européenne. Donc, en fait, ça va être une explosion des ventes de véhicules électriques, ce qui fait que le problème dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le problème de densité et le problème d'accessibilité, c'est une sorte de fossé qui va être amené à se creuser s'il n'y a pas de solution pour justement régler, pour pouvoir en fait accueillir un nombre extrêmement conséquent de véhicules électriques sur les routes de France. Donc aujourd'hui, nous, on porte une solution, on va dire, complète. On a un écosystème de recharge complet, c'est-à-dire qu'on fabrique une borne de recharge avec une plateforme de supervision et une application mobile. Mais ce qui porte en fait Wattpark, ce qui fait que notre technologie, eh bien en fait, elle est véritablement différenciante par rapport à ce que vous trouvez ailleurs, c'est qu'on fait le pari justement que le modèle prédominant sera un modèle communautaire, c'est-à-dire que
tout le monde va pouvoir générer des revenus sur la mise à disposition de sa place de parking qui sera électrifiée avec une borne de Wattpark. Mais sans rentrer dans le détail, on en parlera tout de suite après. Je vais vous montrer une petite vidéo qui avait été tournée en fait en 2019 lors du CES de Las Vegas, sur lequel nous avions montré en fait un produit, et un magazine tech qui s'appelle Engadget avait fait en fait une vidéo sur une présentation de notre logiciel. Ils ont retranscrit parfaitement bien justement quelle était l'essence de la société et quel était notre objectif et notre vision. Donc, je vais me permettre de vous présenter cette vidéo qui montre les bénéfices justement de la solution. Wattpark is Airbnb for the electric vehicle charging industry. Wattpark is an electric vehicle charging station that you can buy, use for your car, and also rent out to other people. Wattpark can be installed basically anywhere, in your home, at a business, anywhere that it's legal and you have access to some power. Once you're all set up in the physical world, there's an app that allows people to book time to charge their electric vehicles on your charger. So you can charge a fee or you can make it free, up to you, but there's potential to draw a profit here. Of course, you're still paying the power bill at the end of the day, so take that into consideration. The future of driving is electric. So something like the Wattpark makes a lot of sense, bringing the gig economy into this new industry. Donc aujourd'hui, pour nous, notre approche, elle est basée sur 3 axes. C'est principalement un business model basé sur le partage, c'est donc community-based, et ce qui fait que notre modèle peut avoir en fait une force de frappe qui est énorme en fait au niveau international. On se base aussi sur une technologie qui a été brevetée en France, en Europe, en Amérique du Nord et qui est en cours de brevet justement sur la Chine, qui a pour but véritablement de simplifier l'expérience de recharge et surtout de maximiser l'accessibilité dans tous les territoires et principalement dans les zones en fait, qui sont mal desservies par la couverture mobile. Et le troisième pan justement de notre approche, c'est une production locale, c'est-à-dire qu'étant donné que nous fabriquons notre propre borne, c'est extrêmement important pour nous de garder justement cette production en France qui est aujourd'hui en fait soutenue par des partenaires industriels qui sont répartis aux 4 coins de la France. Si on fait un focus sur la partie business model, donc en fait, on a été qualifié par ce magazine de Airbnb de la borne de charge. Et bien sur ce même principe, Wattpark met en relation des propriétaires de bornes de recharge et des utilisateurs de véhicules électriques. Donc, si vous êtes un propriétaire de véhicules, de bornes de recharge, vous achetez une borne Wattpark et vous pouvez forcément l'utiliser pour vous-même, mais vous pouvez surtout la partager. Donc, il faut être propriétaire de son espace de stationnement, c'est sûr, et vous pouvez en fait définir en fait à qui vous partagez votre borne et en fait quelles vont être les conditions et les tarifs d'accès. Donc, ce même principe peut être appliqué forcément pour des particuliers, mais pour n'importe quel en fait acteur qui dispose justement d'un parking qui souhaite électrifier pour maximiser la rentabilité de cet emplacement. Ça s'applique donc en fait aux entreprises, aux collectivités, aux parkings ouverts, potentiellement à des copropriétés. Les cas d'usage en fait sont énormes. Et là, ce que nous créons nous de notre côté, c'est une plateforme de mise en relation de ces propriétaires de bornes et de places de parking et des utilisateurs de véhicules électriques. Si on se concentre justement sur les utilisateurs de véhicules électriques, vous avez en fait une application mobile que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur les stores dès aujourd'hui pour iOS et pour Android, et sur lequel vous pouvez géolocaliser en fait une borne de charge qui aurait été partagée et vous pouvez la réserver. Ça semble bête, mais en fait, le fait de pouvoir la réserver bien en amont justement de votre parcours, eh bien en fait, vous avez l'assurance que cette borne ne sera réservée rien que pour vous à destination. Et rien que ça permet en fait de gommer une des plus grosses frustrations d'utilisateurs de véhicules électriques. Dernier point sur la partie application, toujours pareil, quand vous êtes utilisateur de véhicules électriques, votre application vous permet en fait d'accéder à la borne. Donc, vous n'avez pas besoin de carte, étant donné que vous avez déjà payé en amont. Et bien, en fait, c'est votre téléphone qui va vous servir en fait de clé d'accès à votre borne de charge en utilisant le Bluetooth. La borne vous reconnaît
et s'ouvrira et affichera la prise que vous souhaitez. Alors pour les véhicules électriques, certains le savent sûrement, mais c'est une prise de type 2 qui est aujourd'hui pour la majeure partie des véhicules. Et nous affichons aussi une prise domestique, donc type E, pour l'Europe, pour recharger n'importe quel autre type de véhicule comme un vélo ou comme une trottinette électrique ou des véhicules plus légers. On se concentre sur la partie technologique, donc notre écosystème a un système forcément en fait D2C, donc pour les clients, qui permet en fait d'afficher des tarifs simples et clairs, c'est-à-dire que vous n'avez jamais justement de surprise quant au tarif que vous allez en fait sur le tarif que vous allez être facturé. Là, vous faites tout en amont, donc en fait vous n'avez pas de surprise sur le tarif qui vous est affiché. Vous pouvez réaliser tous vos paiements via mobile sans passer par le biais d'une carte, et forcément l'usage du Bluetooth permet en fait une interaction beaucoup plus importante entre l'utilisateur et la borne de recharge, soit pour afficher des personnalisations. Aujourd'hui, on a un modèle avec des couleurs qui sont adaptables à n'importe quel type d'utilisateur, et un modèle en option qui arrive justement avec un haut-parleur qui peut en fait jouer des sons différents en fait en fonction de chaque utilisateur. Donc de l'autre côté, donc cette plateforme est aussi en fait disponible. Vous la retrouvez sur app.wattpark.eu et elle permet en fait de paramétrer forcément votre borne de charge, de paramétrer quels vont être les horaires à laquelle vous souhaitez donner accès justement à votre parking et à votre borne. Et forcément, vous avez une gestion aussi des autorisations utilisateurs. Est-ce que vous autorisez tout le monde à accéder, ou est-ce que c'est uniquement pour vos employés, uniquement pour vos amis, uniquement pour votre famille? Le cas d'usage va dépendre de vous, à qui vous souhaitez partager, sachant que vous pouvez avoir une multitude de cas d'usage, une multitude justement de tarifs en fonction des personnes que vous souhaitez inviter par adresse email. Donc cette plateforme est aujourd'hui opérationnelle. Et forcément, sur la partie donc bande de charge, qui est en fait le maillon central de la chaîne, eh bien, en fait, nous avons un produit qui déjà dénote d'un point de vue design, et c'est souvent pour ça pour lequel on nous approche, parce que le produit est vraiment très particulier. On a un système donc rotatif qui est à l'intérieur de cette sphère qui nous permet justement d'afficher différents types de prises. Cette borne est aussi fabriquée en France, comme je l'ai déjà dit, et permet justement en fait un niveau de personnalisation extrêmement élevé qui peut, dans certains cas, en fait, ouvrir à des cas d'usage en fait beaucoup plus poussé en termes de marketing, en termes de personnalisation sur des annonceurs qui souhaiteraient offrir un service supplémentaire, mais toujours personnalisé, que ce soit à leurs clients ou des prospects qu'ils souhaiteraient justement attirer en proposant la borne de charge comme un service. Élément important, donc nous avons donc parlé d'une technologie qui a été brevetée. Donc cette technologie, c'est un protocole qui permet de communiquer donc entre le téléphone et la borne de recharge d'une façon un petit peu particulière, principalement en fonctionnant en fait sans réseau et en fonctionnant sur la communauté pour échanger l'information. Cette technologie, en fait, c'est toute l'électronique qui est embarquée. Et bien en fait pour se retrouver en fait à l'intérieur de n'importe quelle borne de recharge du marché, que ça soit de la charge lente, de la charge normale, de la charge accélérée ou encore de la charge rapide. Donc aujourd'hui, nous, on a déjà des partenariats avec des producteurs donc, de bornes de recharge qui aujourd'hui fabriquent des bornes qui vont jusqu'à 300 kW et qui permettent en fait, si vous voulez, à la technologie Wattpark, et bien en fait de se retrouver dans des chargeurs beaucoup plus puissants, et permettant ainsi justement toujours une fois de maximiser l'accessibilité. Donc d'un point de vue client, en fait, c'est une assurance extrêmement forte, mais c'est forcément une assurance extrêmement forte pour des opérateurs de mobilité. Donc notre système, si vous voulez, correspond parfaitement aux attentes des différents types de clients, que ce soit B2C ou B2B. Et aujourd'hui, ce modèle justement et cette électronique peut être justement implémenté partout, que ce soit dans des bornes européennes, mais aussi dans des bornes en fait, sur d'autres continents, avec des opérateurs d'autres continents sur lesquels nous avons déjà justement des partenariats stratégiques en cours. Très rapidement, aujourd'hui, si on doit faire un focus sur la partie commerciale, c'est un peu le cœur justement de notre solution. Nous avons 4 leviers de création de valeur. Le premier est forcément sur la vente de hardware. Donc, nous vendons aujourd'hui 2 modèles de bornes de charge, 3,7 et 7,4 kW avec différentes options. Si vous voulez, néanmoins, même si le produit fonctionne sans carte RFID, vous pouvez néanmoins ajouter cette option si vous souhaitez quand même profiter de cela. Donc, c'est en option. Vous pouvez profiter des personnalisations qui sont en option. Vous pouvez aussi avoir des supports de fixation qui se retrouvent de facto aussi en option. Donc, ça, c'est sur la partie matérielle. Sur le cœur de Wattpark, c'est aussi les commissions sur transaction.
comme nous l'avons expliqué, un peu sur le même principe que Airbnb, et bien en fait sur l'intégralité des transactions qui sont réalisées sur l'application mobile. Aujourd'hui, nous récupérons 10% de l'intégralité des transactions qui sont réalisées. 90% revient au propriétaire de bande de charge sur le porte-monnaie virtuel que nous lui avons créé en amont. Nous avons aussi un système de licence utilisateur. Certains utilisateurs nous demandent des services un petit peu poussés ou de s'occuper directement justement de leur parking, de la création, du suivi et des invitations utilisateurs. Donc, ça nous permet en fait aussi de vendre des licences utilisateurs et de générer en fait un revenu récurrent mensuel. Et un autre pan justement de création de valeur, c'est la monétisation de la donnée. Alors, ce n'est pas en fait quelque chose que l'on monétise en fait dès maintenant, mais en fait la création d'une communauté forcément entraîne aussi la création en fait d'un volume de données extrêmement important. Alors le but, ce n'est pas de vendre la donnée en fait à tout le monde. Donc en fait, on respecte tous les critères qui sont les critères RGPD sur la collecte et sur l'exploitation de données, mais néanmoins comprendre, si vous voulez, comment fonctionne en fait un réseau, une infrastructure de recharge de mobilité électrique peut intéresser par exemple des acteurs privés, mais surtout publics, pour améliorer justement les services de mobilité sur un territoire. C'est des demandes que l'on a déjà aujourd'hui reçues, sur lesquelles nous ne pouvons pas nous positionner tout de suite, mais nous pourrons nous positionner d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de la croissance, du rythme de croissance de la communauté et des utilisations de notre application. Autour de nous, sur la mise en service de ce modèle, eh bien, en fait, nous travaillons avec des acteurs en fait, B2B. C'est des questions qui sont déjà en fait, remontées dans les commentaires de WeSeed. Donc aujourd'hui, Wattpark n'installe pas en propre. Nous passons en fait par des installateurs et des électriciens agréés qui s'appellent IRVE, qui eux-mêmes justement sont agréés pour justement faire des demandes de subventions pour la plateforme, pour le programme d'État Advenir. Donc, c'est un programme de subvention. Donc, nous fournissons un matériel qui est labellisé, qui est donc éligible à ce programme-là. Et aujourd'hui, ceux qui vont faire les demandes ou qui vont installer sont justement des professionnels de l'installation ou des électriciens qui permettent justement à notre système de se retrouver partout avec en fait un système de sécurité et de performance électrique important. D'un point de vue des ventes, aujourd'hui, nous avons vendu un petit peu plus de 1200 bornes un petit peu partout sur le territoire, donc sur la métropole et sur les dom-tom. Notre objectif, il est déjà défini dans le business plan que nous avons fourni à WeSeed. Il faut savoir que dans notre pipe, on a un volume justement d'affaires qui nous reste justement à finaliser, mais qui nous laisse, on va dire, on est très satisfait, mais surtout on est très confiant justement des prochains mois qui arrivent parce qu'on sait qu'on a aussi des annonces assez importantes justement à partager. On ne peut pas les dire aujourd'hui, mais des choses très importantes qui vont nous permettre vraiment tout de suite de toucher des réseaux en fait importants en fait au niveau de la métropole, au niveau du territoire partout en France, sur un territoire national, mais aussi en Europe. Donc aujourd'hui en fait les 6000 bornes, nous sommes confiants que c'est un chiffre qui est largement atteignable et très rapidement nous souhaitons en fait nous développer sur l'intégralité des zones en fait EMEA pour un volume à partir de 2022 de un peu plus 10 000, entre 10 000 et 12 000 bornes. Donc aujourd'hui, c'est un challenge en fait sur différents points. C'est un challenge sur différents points. Alors forcément d'un point de vue vente, mais pas véritablement parce que notre pipe est déjà bien fourni. Mais aujourd'hui, c'est une question de pouvoir bien se structurer au bon moment. Donc nous, notre objectif aujourd'hui par le biais de cette levée de fonds, c'est de pouvoir justement financer des nouveaux batchs justement de matériel auprès de nos fournisseurs pour pouvoir suivre justement le volume de commandes et de précommandes que nous sommes en fait en train de récupérer à l'heure actuelle. Donc c'est l'objectif numéro 1 de cette levée de fonds, mais aussi de pouvoir structurer une équipe opérationnelle pour répondre en fait au plus près aux demandes de nos clients actuels, réaliser des onboarding de qualité et s'assurer que si vous voulez que votre expérience d'utilisation Wattpark et que votre expérience générale de la solution soit la meilleure possible et avec justement toujours des conseillers qui sont là pour vous aider. Donc c'est un triple enjeu de la part de Wattpark sur cette levée de fonds actuellement. Je vais faire en fait une présentation rapide de l'équipe. Donc Marc Lepage, c'est le fondateur de la société qui a créé en 2017 la solution avec un second associé. Aujourd'hui, nous avons créé en fait un pure player en fait en décembre 2020 qui a pour but, si vous voulez, de gérer l'exploitation, la production et l'exploitation de la solution Wattpark dans son intégralité. Donc, nous sommes en train de nous structurer d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue
commercial. Mais aujourd'hui, nous sommes en train en fait de passer à l'étape d'après, qui est justement de pouvoir recruter de façon un petit peu plus importante de nouveaux profils opérationnels, techniques, encore une fois, pour pouvoir améliorer l'expérience Wattpark en continu et dès les premiers jours justement d'installation. Pour terminer, très rapidement, alors on est très très content d'avoir reçu dernièrement un prix en fait au niveau européen. Aujourd'hui, c'est une conférence annuelle qui s'appelle l'Intercharge Network Conference, qui a lieu à Berlin, qui est organisée par un acteur majeur de l'interopérabilité européen qui s'appelle Object. Eh bien, en fait, nous avons été élus à la startup la plus innovante de l'année de ce concours. Et on est très très fiers parce que c'est aujourd'hui un gage de sérieux, en fait, non forcément de la société, mais ça montre en fait que notre approche, qui est quand même très singulière, eh bien, en fait, trouve son public, pas seulement en France, mais partout en Europe. Et c'est pour ça que pour nous, ça vient en fait, entre guillemets, s'empiler avec d'autres reconnaissances que l'on a pu avoir, mais ça montre que aujourd'hui, nous sommes véritablement un tournant. Alors forcément un tournant en fait pour Wattpark, mais aussi un tournant aussi pour la mobilité électrique. Et les acteurs aujourd'hui qui peuvent se démarquer justement avec des modèles comme les nôtres seront sans nul doute en fait ceux qui arriveront très rapidement à pouvoir grandir de façon constante et régulière pour pouvoir suivre justement cette bascule historique en fait que l'on va assister d'ici quelques mois, voire grand maximum 1 an. Et à partir de là, ça sera vraiment un changement majeur en fait pour la mobilité et pour la gestion des transports sur le territoire, forcément, mais aussi partout en Europe et dans le reste du monde. Voilà, je vous remercie. Super, merci Bertrand pour votre présentation. Je vais vous couper. Voilà, parfait, on va revenir en face caméra. On va passer aux questions-réponses des WeSeeders. Alors, on a déjà quelques questions en attente. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'assister au live, pour poser votre question, c'est dans la bulle Q&R en bas de votre écran. Il suffit de cliquer dessus, de taper votre question, et ensuite je me chargerai de la poser à Bertrand, Marc et Eric. Alors on va commencer par des questions. Alors j'ai vu que Marc avait répondu à l'écrit à certaines questions, mais je vais quand même les reposer pour que les réponses puissent profiter aux autres WeSeeders qui se posent peut-être des questions similaires. Alors, on va commencer avec les questions. Alors, on a 3 questions d'Anthony. Alors, je vais commencer par la première. Bonjour, les revenus tirés par les particuliers de la mise à disposition de leurs bornes de chargement sont-ils fiscalisés? Par ailleurs, quelle est approximativement la durée moyenne d'amortissement de l'achat d'une borne pour les particuliers qui investissent dans cet achat en vue de notamment la mettre à disposition à des tiers? Alors, il y a 2 questions là-dedans. Il y en a une que je vais prendre et l'autre, je vais la laisser à Eric sur la partie fiscalité. De mon côté, sur la partie en fait durée moyenne d'amortissement, tout va dépendre, si vous voulez, de la localisation en fait de votre espace de parking. Il faut savoir que si vous habitez justement dans un lieu en fait pas forcément très fréquenté, ça sera forcément une solution d'appoint pour certains utilisateurs qui sont en voyage en fait dans la région, et ça peut être relativement long pour pouvoir rentabiliser avec une personne qui viendrait se charger tous les mois. Donc forcément, la rentabilité sera plus lente. Mais je vais vous donner d'autres exemples. Aujourd'hui, on a des clients qui en fait habitent à proximité d'un stade de foot ou à proximité en fait d'une gare avec beaucoup de trafic qui aujourd'hui en fait n'est pas équipée justement de bornes de recharge, et on estime que dans certains cas, si vous voulez, la rentabilité peut se faire même en l'espace de 6 mois. Donc ça peut être extrêmement rapide. Donc il faut voir qu'aujourd'hui c'est un mix entre l'attractivité, si vous voulez, de votre localisation et forcément en fait le tarif à laquelle vous allez pouvoir justement faire bénéficier, on va dire, de votre espace de stationnement et de la borne qui va avec. On pense que quand même à un moment donné, si vous voulez, il y aura en fait, plus la communauté va grandir et plus l'offre sera importante, qu'il y aura une sorte de régulation aussi des prix en fait au niveau local. Mais néanmoins, tant qu'on n'est pas en fait à ce stade-là, eh bien en fait c'est une opportunité pour toute personne justement qui souhaiterait monétiser rapidement justement leur investissement. Sur la partie fiscalité, je te laisse répondre, Eric. Oui, alors sur la fiscalité, il y a plusieurs aspects. Par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous décidez d'offrir la gratuité du chargement sur nos bornes
pour les employés de l'entreprise. Donc, le gouvernement, dans les dispositifs qui ont été mis en place pour accélérer la transition énergétique et améliorer la mobilité électrique, nous avons par exemple, ce n'est pas considéré comme un avantage en nature. C'est-à-dire que si vous chargez votre véhicule électrique sur un parking privé appartenant à votre entreprise et que l'entreprise a décidé d'offrir la recharge à ses collaborateurs, il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas d'avantage en nature. C'est un exemple. Après, si vous êtes un particulier, alors tout dépend si vous êtes vraiment un particulier et tout dépend dans quel statut vous êtes par rapport à l'exploitation de ce nouveau revenu qui est mis à votre disposition à travers notre écosystème. La fiscalité va varier suivant le statut que vous allez adopter par rapport à cette activité. Typiquement, est-ce que ça va être des revenus complémentaires que vous allez déclarer en tant que tel parce que vous allez vous positionner comme dans le cadre de Airbnb, où vous allez par exemple créer une société, où vous allez fonctionner en tant qu'auto-entrepreneur. Donc en fait, la fiscalité va dépendre du statut que vous allez choisir par rapport à l'activité nouvelle que vous allez générer en termes de chiffre d'affaires. Donc je ne peux pas vous répondre de manière totalement, comment dirais-je, c'est lié. C'est directement lié à la manière dont vous allez traiter le sujet. Si vous êtes dans un format Airbnb, c'est les revenus additionnels que vous allez déclarer en tant qu'hôtel comme des revenus au sens industriel et commercial. Après, vous pouvez avoir un statut de type entreprise ou auto-entrepreneur exerçant une activité de mise à disposition de parking. Et là, c'est une exploitation de parking avec des bornes de recharge. Bon, voilà. Donc, tout dépend de quel statut vous allez choisir et la fiscalité sera associée aux 10 statuts. Ok, merci à tous les deux. On poursuit avec une autre question d'Anthony. Mais ça, Bertrand, vous en avez plus ou moins parlé dans la présentation. Est-ce que vos bornes sont universelles et permettent de recharger tout type de moyens de transport électrique, voire pour d'autres usages domestiques, par exemple? Alors oui, du coup, c'est principalement lié à la prise que vous utilisez. En final, pour faire très simple, vous avez de toute façon une prise domestique. Donc, une prise domestique, normalement, si vous roulez avec un véhicule qui n'aurait pas une prise de type 2, forcément, vous auriez un adaptateur pour pouvoir vous charger avec une prise domestique. Mais néanmoins, la prise domestique, elle est principalement utilisée pour tout ce qui est vélo électrique, trottinette électrique ou des véhicules, des automobiles beaucoup plus... de toute petite taille qui se charge avec ce type de prise. Et de toute façon, la prise type 2 aujourd'hui est véritablement considérée au niveau européen comme étant on va dire le standard justement de prise pour pouvoir utiliser en fait un véhicule électrique. Donc même sur les nouveaux modèles qui vont arriver, vous pourriez de toute façon utiliser votre prise type 2 pour pouvoir recharger n'importe quel type de véhicule sur votre prochain achat. Juste pour compléter le propos de Bertrand, puisque là j'expérimente dans tous les cas de figure la borne Wattpark, puisque j'en ai une qui est installée sur le parking de ma maison d'hôte. Pour tout vous dire, elle me sert pour beaucoup de choses. Elle me sert tout aussi bien pour charger ma Zoé que pour charger les véhicules électriques de mes clients. Donc il y a toute une diversité de véhicules qui viennent se charger. Et puis, elle me sert aussi, avec la prise, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, la prise domestique, elle me sert aussi pour charger ma tondeuse autoportée électrique, mes vélos électriques, assistance électrique, etc. Donc, en fait, elle est assez universelle et on peut, y compris les Tesla d'ailleurs, parce que j'ai aussi des Tesla. Donc, voilà, c'est le gros avantage, un des gros avantages, parce qu'il n'y en a plus d'un, mais en tout cas, parmi les avantages, il y a celui-là, c'est qu'on peut charger sur cette borne n'importe quel type de véhicule électrique. C'est ça qui est assez sympa. Et là, j'en parle parce que j'expérimente tous les jours. Ok, merci Eric. Alors la dernière question d'Anthony, c'était la suivante. Auriez-vous une image ou vidéo nous montrant à quoi ressemblent vos bornes? Alors, on l'a vu dans la présentation, dans la petite vidéo aussi, et je crois que sur la fiche projet, il y a des exemples. Je ne sais pas si vous avez des exemples un peu plus... T'as pas la photo, Bertrand, t'as pas la photo que j'ai prise de recharge de la Zoé sur mon parking? Faut que je la trouve. Alors peut-être en attendant, on peut poser une autre question et oui. Bertrand, je vous laisse chercher. Et ensuite, on avait une question de Jean-Marc. Allons-nous
allons-nous voir votre solution dans des émissions auto-moto ou magazines spécialisés? Forcément, oui. En fait, alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment poussé sur la partie média, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on reçoit, c'est organique. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, les médias, ce qu'ils veulent, c'est trouver justement des projets un petit peu différenciants, c'est de voir en fait comment la mobilité éthique est en train de se structurer. Et donc, en fait, avec notre approche, forcément, en fait, on se pose des questions. Voilà. Donc, si on se pose des questions, les journalistes se posent aussi des questions. Donc, on est en contact très souvent avec différents magazines ou avec différents journalistes qui nous posent des questions. Alors, pas forcément sur l'infrastructure de recharge, mais aussi sur le programme de subvention, sur l'interopérabilité, sur la mobilité électrique, sur l'évolution du marché. Enfin, en fait, on est souvent en contact. Donc, en fait, si vous regardez même dans Google News, vous voyez pas mal d'informations en fait qui sur Wattpark depuis un an. Pas seulement en France, mais un peu partout en Europe. Mais aujourd'hui, là, on va commencer vraiment à faire de la communication. Ça va être pas tout de suite. On attend déjà la fin de la collecte WeSeed. Donc déjà, on aura des effets d'annonce en fait assez importants sur le montant qu'on a collecté, mais surtout sur une mise en service qui est en train de s'accélérer actuellement, qui va nous permettre en fait de communiquer sur un nombre de bornes qui ont été installées et un rythme, on va dire, assez soutenu à partir de la fin de l'année. Donc, ce qui est, à un moment donné, peu importe en final ce qu'on fait, c'est notre technologie, etc. En fait, on va quand même être jugé sur notre capacité justement à pouvoir déployer. Et si on déploie, de toute façon, on va interpeller, mais cette fois-ci d'un point de vue extrêmement pragmatique sur régler comment on règle le problème de la densité des bornes de recharge. Et c'est pas impossible que d'ici la fin de l'année, vous nous revoyez sur des médias bien connus, des journaux, des sites internet qui vont encore une fois nous permettre en fait de communiquer sur notre solution, nos déploiements, et qui en fait vont faire un effet boule de neige où on va recevoir aussi des demandes d'installation, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je voudrais peut-être juste ajouter qu'on est déjà passé dans Capital. Le Parisien a fait une double page sur ce qu'on faisait, et puis on est régulièrement dans les journaux locaux, ça c'est clair. Et oui, en effet, on parlera beaucoup plus de nous lorsque chaque commune va s'équiper. Et en l'occurrence, nous avons beaucoup de communes en fait qui souhaitent s'équiper avec notre système, et chacune d'entre elles va communiquer. On a eu aussi Automobile Verte qui a fait un article sur ce que l'on faisait. Automobile voilà, donc Automobile Propre, pardon, ouais, c'est ça. Et donc bon, ça paraît régulièrement, mais il est vrai qu'on ne fait pas d'action de communication pour l'instant, parce que ces actions de communication, elles sont davantage mises en œuvre lorsqu'on fait le déploiement. Et le déploiement commence seulement. Donc, ça va venir. Et il y a de fortes chances qu'on soit sur Automoto ou des choses comme ça, parce qu'on a beaucoup de contacts. Donc, les journalistes viennent nous voir. Bon, là, on a le Tesla Magazine qui a fait aussi un article assez intéressant sur nous. Voilà. Mais ça va venir, à mon avis, dans les mois qui viennent, ça va apparaître assez fréquemment, en fait. Merci à tous les deux. On va poursuivre avec une question d'Antoine qui demande un peu plus d'informations sur la robustesse des bornes, sur la maintenance, et sur une éventuelle assurance contre le vandalisme. C'est peut-être moi qui vais répondre, parce que je suis le concepteur. Alors, simplement pour répondre à Antoine, moi je viens de la Défense. Quand il verra la borne, il verra déjà que la tôle, c'est pas une tôle de carrosserie, ça fait 1,5 mm. Donc, globalement, si une voiture rentre dedans, il y a plus de chances de défoncer la voiture que la borne. Et donc, au niveau de la maintenance se fait par swap, c'est-à-dire qu'en fait, on a environ 170 sites en France qui vont être équipés avec quelques bornes de maintenance, de telle manière à ce que les installateurs puissent opérer en fait une maintenance rapide. La maintenance étant pas de réparer la borne, mais de l'échanger tout simplement. Donc, tout est organisé comme ça. Après, je ne sais plus quelle est la dernière partie de la question. C'était sur l'assurance. L'assurance sur le vandalisme. Alors là aussi, c'est quelque chose… là, je vais laisser Eric en parler parce qu'il a déjà beaucoup de contact avec les assurances. Voilà, oui, on a négocié un contrat avec une couverture extrêmement large sur les assurances, à la fois en termes de responsabilité, bien entendu, mais aussi en termes de remplacement des bornes. C'est-à-dire que dans notre contrat d'assurance, il y a un certain nombre
la couverture, par exemple, s'il y avait une borne qui était détruite suite à un vandalisme, c'est pris en charge par l'assurance. Donc, on fait un remplacement 1 pour 1 à partir des stocks locaux qui peuvent être soit chez nos installateurs, soit stockés dans différents sites. Mais cet échange-là est pris en charge directement par l'assurance. C'est-à-dire qu'à la fois, on rend le service au client final en termes de réactivité sur le SAV, mais au-delà de ça, sur le plan économique, on est couvert de ce risque au niveau de la société. Donc, il y a un double effet qui se coule, si je peux employer ce terme. C'est à la fois sécurisant pour nos clients, que ce soit des clients particuliers ou des clients collectivités ou entreprises, mais c'est aussi, pour l'entreprise, c'est aussi une sécurité par rapport au risque qu'il pourrait y avoir sur des charges inopinées. Alors, il n'y a pas que le vandalisme. Il y aurait aussi le fait qu'on ait une série défectueuse, par exemple. Ça aussi, c'est couvert par l'assurance. C'est-à-dire si lors de la production, on a une carte électronique, par exemple, qui serait défectueuse, mais le remplacement de masse serait aussi pris en charge par l'assurance. Donc, on a vraiment travaillé avec des courtiers en assurance spécialisés pour que l'entreprise n'ait pas de risque de ce côté-là à travers notre couverture assurantielle. Et si je peux rajouter une dernière chose sur la partie assurance, les assurances, les groupes d'assurance s'intéressent aussi à nous sur des use cases divers et variés. Et je vous dis juste rendez-vous dans WeSeed d'ici quelques jours, parce qu'on a aussi des annonces assez importantes sur la partie assurance qui montrent en fait que, encore une fois, on n'est pas les seuls justement à se poser des questions sur comment rendre la mobilité plus inclusive, plus accessible, plus facile d'usage, etc. Les groupes d'assurance se posent aussi cette question de façon très poussée. Et aujourd'hui, en fait, on est considéré comme étant une véritable réponse justement à ces nouveaux enjeux. Donc, restez sur WeSeed dans les prochains jours. On annoncera des choses sympathiques. Ok, merci Bertrand. Ensuite, il restait une question de Raphaël que je vous lis. Si j'ai bien compris le mode de réservation, toutefois, comment garantir la fluidité du système? Par exemple, si je réserve une borne pour charger, mais que je ne me présente pas à l'heure voulue exactement. Autre cas, si je suis censé louer ma borne à une heure donnée, mais que pour une raison quelconque et impromptue, ma borne n'est plus accessible à cette heure. Est-ce prévu dans l'application? C'est une question qu'on a fréquemment, hein, pour tout dire. Beaucoup de personnes nous la posent. Et quand j'ai des clients qui viennent ici sur ma maison d'hôte, souvent j'ai la question sur le parking. Et si je réserve, comment ça va se passer? Est-ce qu'une voiture a pris ma place, etc. Et il y a des systèmes de régulation qui sont mis en place, en fait. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain temps, si la personne n'est pas là, la borne peut être libérée. Si une personne dépasse le temps imparti parce qu'elle est arrivée avec du retard ou que la charge prend plus de temps ou que la réunion à laquelle la personne participe, par exemple, dure plus longtemps que prévu, eh bien, là aussi, on a des systèmes de régulation, c'est-à-dire que le tarif peut évoluer de façon importante si le délai augmente. Et si quelqu'un est pénalisé, il peut y avoir, au bout d'un certain temps, la personne peut être blacklistée. Donc, il y a des mécanismes de régulation. Et puis, ça dépend aussi dans quel type de parking vous êtes. Si vous êtes sur un parking public, vous pouvez prendre une amende. Si, par exemple, votre véhicule immobilise la place au-delà de la période normale. Bien sûr, il peut y avoir des temporisations pour éviter, s'il y a un léger débordement, on ne va pas non plus pénaliser le client. Donc, il y a des systèmes de régulation qui sont prévus à travers les communautés, à travers la typologie de parking, à travers l'application, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de problèmes comme ceux qu'on rencontre aujourd'hui lorsqu'on veut se charger sur, par exemple, une borne de type superchargeur. Ok, on va poursuivre avec une question de Jean-Marc. Quels sont vos objectifs à l'international et à quelle date? Et aussi, avant l'international, je rajouterais peut-être au niveau européen, comme vous l'avez présenté, Bertrand, dans la fin de la présentation. Alors, en fait, l'Europe, c'est l'international pour nous. Donc, c'est notre marché cible, entre guillemets, c'est la France. Enfin, notre marché numéro 1, c'est la France. Mais on n'exclut pas du tout, en fait, le fait de pouvoir se développer à l'international très rapidement. Néanmoins, en fait, on est obligé de fonctionner par étapes. On a plusieurs, on va dire, jalons qu'il faut que l'on respecte pour pouvoir, en fait, entamer, en fait, des discussions avec des partenaires ou avec des distributeurs en fait en Europe. Pour nous, c'est
terminer justement notre levée de fonds actuelle, qui sera très probablement terminée aux alentours de novembre-décembre de cette année. 2, c'est de démarrer les recrutements justement sur la partie commerciale et opérationnelle, en tout cas sur les profils dont on a parlé tout à l'heure. Et une fois, en fait, on pense qu'on aura 6 mois à peu près de stabilisation de tout ça et de monter en fait en puissance avec justement des retours utilisateurs qui nous permettront de faire évoluer la solution en fait au courant de l'été de l'année prochaine. Et à partir de là, on sera véritablement prêt pour pouvoir ouvrir un nouveau marché. Il faut savoir que pour nous, on a déjà étudié justement en fait l'ouverture de plusieurs marchés sur lesquels on a reçu des demandes soit de distribution, soit de partenariat avec des grands groupes ou avec des investisseurs investisseurs / opérateurs de mobilité pour aller attaquer des pays bien particuliers sur lesquels en fait il y a une adoption plus rapide justement de la mobilité électrique. Pour nous, c'est pas d'une certaine façon, on peut pas se permettre en fait d'y aller du jour au lendemain. Il y a quand même en fait des incompressibles pour faire évoluer notre solution. Déjà d'un point de vue on va dire technique, en fait, forcément, il y a une question de langue. Si un pays, en fait, a une langue, 2 langues, 3 langues, est-ce qu'on a la même devise? Est-ce que, en fait, on est à même de pouvoir encaisser et d'offrir de pouvoir offrir la création d'un porte-monnaie virtuel aux mêmes conditions, justement, que nos utilisateurs en France? On va dire qu'on a un certain nombre, si vous voulez, de prérequis avant de pouvoir aller sur un marché de façon efficace et pérenne. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'on ne va pas y aller. C'est qu'on est obligé de faire les choses, on va dire, de façon raisonnée et raisonnable. Néanmoins, pour nous, en fait, l'internationalisation se passera à partir de la rentrée prochaine. On a déjà des marchés en fait que l'on a ciblés sur lesquels en fait on est en cours de discussion pour justement trouver le meilleur mécanisme pour pouvoir se déployer. Il y a forcément une question de ressources humaines, il y a forcément une question opérationnelle. Il y a forcément une question aussi législative en fait par rapport justement aux différentes régulations en fait locales. Bon, la chance que l'on a, c'est qu'en France, c'est toujours un peu plus poussé qu'ailleurs. Donc en fait, on est souvent baqué en amont pour pouvoir aller dans d'autres pays. Mais néanmoins, en fait, on est en train de régler tous ces problèmes-là pour pouvoir en fait très rapidement se déployer au niveau international. Enfin, quand je vous parle d'international, c'est dans un premier temps au niveau européen. Et aussi, on a des demandes. Alors là, pour le coup, on y va encore une fois de façon beaucoup plus raisonnée sur des pays hors Europe. On a reçu des demandes extrêmement importantes justement au Moyen-Orient et en Asie. C'est des nouveaux marchés. Il y a une question justement de souveraineté technologique et de propriété intellectuelle en fait que l'on doit résoudre justement pour ces pays-là. Dans un premier temps, on s'attaque à ça. Et en fait, même principe, c'est une question de ressources, une question d'opération. Trouver le bon partenaire sur place qui va nous permettre de pouvoir déployer à un rythme soutenu et conséquent. Parce que, encore une fois, cette démocratisation de la mobilité électrique, en fait, elle est en fait complètement effrénée partout dans le monde. Donc, pour nous, il faut vraiment être sûr, si vous voulez, qu'on puisse être accompagné avec des partenaires locaux en fait sérieux, qui comprennent notre solution, qui comprennent à quels usages et en fait à quel on va dire nœuds et bottlenecks en fait on arrive à s'attaquer, enfin, sur lesquels on s'attaque pour être sûr justement que l'on peut déployer rapidement de façon consciencieuse et de pouvoir en fait remporter des parts de marché rapidement sur ces pays-là. Ok, merci Bertrand. On va poursuivre avec 2 questions plutôt liées à la fabrication des productions des bornes. Est-ce que vos partenaires industriels sont-ils prêts à absorber les volumes prévisionnels dans des délais de production raisonnables plutôt? Et ensuite, seconde question, est-ce que vous pensez continuer à produire en France si vous avez un volume de croissance qui est important comme vous le prévoyez? Marc, tu veux répondre à cette question? Oui, donc bon, pour ce qui est des sous-traitants, en ce qui concerne la mécanique, alors on a des sous-traitants dans chacun des éléments, hein. Donc on a la plasturgie, la mécanique, l'électronique et la partie informatique, développement principalement au niveau de l'application. Pour la partie électronique, le sous-traitant que l'on a tiendra à peu près 5000 unités. Il ne tiendra pas plus que ça avec les éléments qu'il a actuellement. Pour autant, il a réuni et il a levé 1 million d'euros en fait quasiment sur la projection du marché Wattpark, et donc il devrait s'ouvrir à davantage de capacité de production. Il est situé en Essonne et on a vraiment un contact très étroit avec lui. Il fait tout ce qui est câblage et tout ce qui est production des cartes électroniques. En l'occurrence, il est au courant
que nous avons aussi des tractations avec 2 autres sociétés qui produisent avec des quantités beaucoup plus importantes. Et principalement, ce sont des sociétés qui nous ont abordés parce qu'ils sont conscients en fait que le monde de la borne de charge va littéralement exploser. Et là, en l'occurrence, ce sont des gens qui ont des capacités qui sont proches de celles de l'automobile. Enfin, en général, d'ailleurs, ils travaillent pour l'automobile. Et donc, il y a à la fois une société qui est dans le centre et une société qui est à l'est qui est prête à prendre le relais et qui est en contact avec la société qui, pour l'instant, nous fait l'électronique de telle manière, ce qui est une cohésion dans le parcours. Pour ce qui est de la mécanique, il n'y a aucun problème particulier. La société s'est dotée de 3 autres machines en fait, pour produire en fait, les fameuses cloches que vous voyez par-dessus, qui font 1,5 mm, donc c'est de l'inox. Il faut des machines un peu puissantes pour faire ce genre de choses. Donc là aussi, pas vraiment de problème parce que ça se produit au long cours. En ce qui concerne la plasturgie, une partie en fait des engins d'injection est faite à l'étranger. C'est une société française qui fait, mais elle est obligée de sous-traiter sur l'étranger parce qu'elle n'a pas encore les capacités nominales pour avoir sa propre usine. Nous avons signé avec eux un accord comme quoi, dès qu'on dépassera en fait la quantité des 30 000 unités, ils se doteront en fait d'une unité de production en interne. Actuellement, ils sont basés du côté de Marseille et donc il y a fort à parier qu'on atteigne ces quantités-là, si ce n'est l'année prochaine, l'année d'après, mais en tout cas, en fait, c'est dans un délai relativement court. Est-ce qu'on produira à l'étranger? Ben, oui, il y a des chances qu'on produise à l'étranger, mais la devise de base qu'on a instituée depuis le départ, qui a peut-être aidé d'ailleurs à réunir tous les WISeeders, parce que l'idée est de produire en France pour le marché européen et le marché nord-africain. Pour ce qui est du marché américain, nous avons déjà des tractations en cours, nous avons déjà des accords avec le Canada, les États-Unis. On a déjà un accord aussi avec une société américaine qui est basée à Sacramento. Donc, actuellement aussi, ça se développe. Dans les mois qui viennent, la société Wattpark NAM pour North America sera créée. Tout est en place. Maintenant, il faut aussi que l'on ait des investisseurs. Et en l'occurrence, les outils de production seront dupliqués par les sociétés françaises de telle manière à pouvoir produire sur le territoire américain. Le choix qui a été fait, c'est de se positionner dans la région de Détroit. Et donc, on peut avoir une partie de l'unité de production qui se trouve à la fois au Canada, donc dans la région de Toronto. Et de l'autre côté, sur la région de Détroit, on a déjà des partenaires pour faire toute la partie injection. Donc là aussi, c'est très avancé. Ça fait maintenant plus de 3 années que l'on dialogue avec les Américains. Et ceux qui nous ont mis le pied à l'étrier, c'est ni plus ni moins que FCA. Donc, FCA qui, comme vous le savez, en fait, nous a aidés au moins 2 fois pour essayer de développer en fait l'activité Wattpark sur le marché américain, mais USA. En fait, c'est très, très compliqué pour nous parce que globalement, il aura fallu qu'on s'appelle Valeo pour réellement réussir en fait cet objectif. Et donc, on ne pouvait pas. Bon, petit à petit, en fait, ça prend le chemin. Pour ce qui est de la Chine, c'est beaucoup trop tôt d'en parler parce que déjà, les brevets ne sont pas actifs en Chine pour l'instant. On est toujours en train d'avancer dans ce terrain-là. On ne parle pas le chinois, donc c'est un peu compliqué. Mais on a un cabinet qui suit ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Mais en fait, donc, il n'est pas du tout envisagé de délocaliser. Au contraire, tout ce qui est marché européen sera fait en partenariat avec des sociétés européennes. Et actuellement, dans le produit, et j'en suis assez fier personnellement, il n'y a qu'un seul élément, c'est un petit moteur qui ressemble à un moteur de tourne-broche, en fait, quelque part. C'est le seul produit qui est fabriqué soit aux États-Unis, soit en Chine. Et pour l'instant, nous n'avons trouvé personne, en fait, sur le territoire pour nous fabriquer cet élément-là. Mais on continue à chercher, même si, évidemment, notre objectif, c'est quand même de produire et de déployer. C'est l'objectif majeur actuellement. Okay. Merci, Marc. On va poursuivre avec une question sur la stratégie commerciale. Comment vous envisagez votre organisation interne, externe? Tout à l'heure, Bertrand a parlé de recrutement notamment. Et aussi par rapport à vos différents marchés, à la fois publics et privés. Alors, en fait, sur la partie, on va déjà différencier privé de public. Les appels d'offres publics, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus chronophage, c'est beaucoup plus technique. Et en fait,
les barrières à l'entrée sont plus importantes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se positionner dessus, parce que les volumes sont aussi importants. Mais néanmoins, en fait, on a, si vous voulez, encore une fois, certains éléments qu'il faut qu'on s'occupe techniquement pour être sûr, si vous voulez, qu'à chaque fois, cela fonctionne bien. Donc, quand on aura réglé ces problématiques techniques, il y a de fortes chances qu'on n'ait qu'une personne, en fait, qui soit, en fait, comment dire, une personne qui soit affectée uniquement, justement, à la réponse des appels d'offres publics. Mais ce n'est pas, encore une fois, notre priorité numéro un. Notre priorité numéro un, c'est principalement le privé. Mais néanmoins, si vous voulez, au-dessus de tout ça, on va dire tout est sous le même parapluie de la génération de leads. Là où, en fait, on est plutôt pas mauvais, c'est pour, en fait, générer, en fait, des leads et des demandes d'installation directement, soit en direct, soit par le biais de notre site. Et ça va être le canal numéro un, si vous voulez, pour faire de l'acquisition client. Donc, ce travail-là, si vous voulez, ça demande un certain travail pour en fait faire de l'acquisition à un rythme plus soutenu. Et néanmoins, on voit bien déjà aujourd'hui que le rythme est déjà difficilement encaissable par rapport à notre force de vente actuelle. Donc aujourd'hui, on va faire en sorte que déjà le flux en fait qui rentre soit traité correctement. Donc si vous voulez, la typologie elle est assez simple, c'est soit des particuliers, soit des entreprises, soit des copropriétés, soit des acteurs publics. Alors c'est communes, municipalités, communautés de communes. On va mettre ça sur le même bateau. Des acteurs de l'immobilier, des parkings ouverts, des opérateurs de parking et des opérateurs de mobilité. Donc, grosso modo, vous avez 7 à 8, on va dire, cas d'usage ou typologie de clients. Certaines peuvent être regroupées en fait, ensemble, comme on va dire, des acteurs B2B. Mais néanmoins, en fait, je pense que chacune des typologies devra avoir en fait un commercial ou une approche commerciale qui devra être dédiée. Pour une raison simple, c'est qu'en France, si vous voulez, chaque typologie a son propre mode, si vous voulez, de subventionnement. C'est-à-dire qu'un particulier peut bénéficier d'un crédit d'impôt, c'est-à-dire que c'est une procédure en fait particulière pour bénéficier justement de ces subventions-là. Et en ce qui concerne par exemple une copropriété ou un hôtel, eh bien en fait on passe tout d'un coup de l'autre côté des subventions, on passe avec le programme Advenir, donc c'est un autre process et c'est surtout on va dire des conditions différentes pour chacune des typologies. Donc, il faut vraiment être très au fait, si vous voulez, de l'évolution de ces subventions-là, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. On va dire, l'installation est financée en grande partie par les subventions. C'est ce qui fait qu'on arrive justement à installer rapidement. Ça va descendre petit à petit. On va dire les conditions justement pour pouvoir être éligible justement à ces programmes-là vont être de plus en plus fins. Il faut vraiment être sûr, si vous voulez, des nouveaux décrets, des nouveaux éléments en fait qui vont arriver. Mais néanmoins, commercialement, je pense que la clôture de cette levée de fonds nous permettra, dans un premier temps, d'adresser chacune de ces typologies-là sur le marché français. En ce qui concerne en fait la partie internationale, aujourd'hui, il y a une personne déjà qui nous aide sur la partie, on va dire, business development et ouverture de nos marchés au niveau européen. Donc, elle nous aide plutôt, on va dire, à pénétrer. En tout cas, c'est plus une sorte d'amorçage pour trouver les bons partenaires. Mais dès qu'on va en fait être beaucoup plus précis justement sur quel pays en fait on va aller attaquer, quelle va être la stratégie d'approche en fait et qui n'est pas qu'une stratégie produit, mais une stratégie d'approche commerciale et marketing, forcément, on aura une personne dédiée justement sur chaque nouveau marché pour pouvoir faire les choses correctement. Donc, mais en tout cas, sur ce type de profil, ça ne sera pas avant la rentrée prochaine. Super, merci Bertrand. On se rapproche de la fin du live, du coup on va prendre une ultime question que je vous pose. Comment se procurer une borne de recharge Wattpark si jamais je suis intéressé ou qu'un WeSeeder est intéressé? Du coup, rien de plus simple. Vous allez sur le site internet, il y a un petit bouton avec marqué demande de devis, vous installez une borne, je sais plus ce que j'ai écrit. Là-dessus, vous remplissez un formulaire. Si vous êtes un particulier, une entreprise, vous définissez la fameuse typologie dont j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a quelques informations que l'on va vous demander sur la puissance de charge que vous souhaitez, si vous le savez, sur votre adresse, qui nous permettra de mieux vous matcher justement avec un installateur ou un électricien agréé IRVE dans votre région, et justement la rapidité à laquelle vous souhaitez vous équiper, ce qui nous permettra aussi de prioriser si c'est une demande à traiter tout de suite ou une demande à traiter de façon épisodique c'est exactement ça. Vous pouvez reconnaître la tête de Marc Lepage sur la droite de l'écran. Effectivement, il y a une borne en photo.
Il y a une barre en fauteuil. Donc là, vous cliquez demande de devis, il y a un formulaire, vous remplissez le formulaire et quelqu'un vous répondra forcément sous 48 heures. Et à partir de là, en fait, on se charge de tout justement sur la mise en relation avec des installateurs, ou si vous avez déjà votre installateur, vous l'avez déjà, ça fonctionne aussi très bien. Et à partir de là, vous recevrez votre borne sur le modèle actuel, qui est un modèle 3,7 kW, que l'on a encore un tout petit peu en stock, mais plus beaucoup. Et si vous voulez sur le modèle un petit peu plus puissant, il sera disponible à partir de la fin octobre, début novembre. Donc, il y aura un petit peu de délai, ça sera en précommande, mais de toute façon, on prend déjà les précommandes. Super, merci à tous les trois. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à faire passer au WeSeeder pour conclure ce live. Personnellement, j'en ai un petit peu comme tout à l'heure, puisque en fait, moi je voudrais profiter de ce deuxième live, puisque j'en ai déjà fait un, et pour remercier les WeSeed et les WeSeeders, parce que en fait, si cette aventure-là continue, et croyez-moi, elle n'est pas prête de s'arrêter, eh bien en fait, c'est surtout grâce aux WeSeeders. Donc moi, je voudrais un grand merci à tout le monde. On a des questions parfois qui peuvent être gênantes. Dans le premier live, il y en a eu. Là, c'est vrai que les questions sont plus en fait liées en fait à la commercialisation. Mais je crois qu'on a fait notre bout de chemin. Et actuellement, je voudrais juste dire deux petites choses. C'est qu'au niveau de la production, déjà, on a déjà des pouvoirs publics qui sont engagés à nous fournir en fait une usine de production qui sera dans le Maine-et-Loire. Donc, on va avoir environ 1000 mètres carrés en fait d'usines de production qui nous sont littéralement financées à la base par les pouvoirs publics. Donc, on a énormément en fait de gens qui croient en fait à notre projet et qui viennent ici donc pour vérifier que tout ce que l'on raconte soit réel. Ensuite de ça, il y aura un certain nombre d'annonces. Donc, je ne vais pas les déflorer maintenant. Comme a dit Bertrand, il va y avoir plusieurs annonces très importantes dans les jours, voire au plus tard 1 ou 2 semaines à venir. Qui vont montrer en fait l'engagement en fait que les gens ont vis-à-vis de Wattpark. Ensuite de ça, concernant l'international, il y a de fortes chances aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant la fin de l'année, on soit implanté en fait sur la partie nord-américaine. C'est une dernière chose que je voudrais rajouter concernant la production massive. On a une grosse différence par rapport à tous les gens qui font des bornes, c'est que l'idée de Wattpark a été de démocratiser la borne de charge de telle manière à ce que les gens puissent accéder facilement en fait à un point de recharge et à la limite que n'importe quelle maison puisse être équipée. On est un petit peu comme le système de Legrand qui est simple mais qui est efficace et qui c'est la fameuse prise green up qui est toute simple, mais il n'empêche que l'idée de base de Legrand est très bonne. En fait, on a été plus loin en fait dans l'objet de Wattpark et actuellement notre objectif, ça va être que la borne coûte le moins cher possible, de telle manière à ce que tout le monde puisse l'avoir et donc tout le monde puisse partager sa borne et donc en fait donner un peu de son électricité de telle manière à faire bien fonctionner en fait ce nouveau mode de transport qui va être la voiture électrique. Voilà. Encore une fois, un grand merci à tous les WeSeeders. Merci Marc. Bertrand, Eric, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou si on clôture sur ces mots de Marc. Ça va être difficile de rajouter quelque chose sur les mots de Marc, mais en tout cas, les remerciements aux WeSeeders, bien entendu, et toute l'équipe. On a la même pensée vis-à-vis d'eux, hein, parce que sans leur soutien, eh bien, aujourd'hui, on ne serait pas où on est. Donc, on est content de les avoir à nos côtés, comme on les a vus sur AIF, sur Wattpark, et on espère vraiment que ça va être une très belle levée de fonds et qu'on va pouvoir accélérer la dynamique. Et la dynamique, elle est là, le marché, il est là. Voilà, et le fait d'avoir des acteurs comme les WeSeeders pour nous accompagner, c'est une très bonne chose et ça nous renforce dans notre conviction. Notamment, on remercie Christophe, président de la WeCap All-in Factory, qui était présent au live. C'est d'autant plus le plaisir de le faire que c'est un plaisir de collaborer avec Christophe. Et je pense que là, Bertrand, Marc comme moi, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui défend avec une déontologie exemplaire l'intérêt des WeSeeders et qui nous apporte toutes ses compétences. Donc c'est un soutien très apprécié chez Wattpark et aussi chez All-in Factory. Ok, mais super, on va se quitter sur ces mots.
Alors comme l'a dit Bertrand et Marc aussi, voilà, n'hésitez pas à suivre les news qui seront publiées dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, soyez attentifs voilà, à la mise en place du compteur sur les prochaines semaines aussi, par rapport au closing de l'opération. Et si vous êtes en train de regarder le replay, que vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire sur la page WeSeed. Voilà, Marc, Eric et Bertrand y répondront avec plaisir, comme ils le font depuis le début de la campagne. Voilà, merci à tous les trois, merci aux WeSeeders présents en direct, et on se retrouve plus tard pour un autre live sur WeSeed. Merci à tous. Merci, et Merci à tous.